Salut les joueurs, c'était il y a à peu près un peu plus d'un an je crois, lorsque je vous avais présenté les archives de l'Empire volume 1, écrit, rédigé, mis en note par Isabella von Ossling-Schwelingstein. Et bien je vous propose aujourd'hui de retrouver la suite de ces écrits avec les archives de l'Empire volume 2, toujours avec la même personne, Isabella von Ossling-Schwelingstein, j'arriverai à le dire. Et ben, c'est un ouvrage tout simplement que je vous propose de découvrir, publié chez Chaos Project. Allez, c'est parti! Eh bien, nous y voici avec un magnifique ouvrage. Bon, c'est toujours la même qualité d'impression, hein. C'est-à-dire un petit vernis sélectif, allez, je fais briller, voilà, un ouvrage format A4, entièrement en couleur à l'intérieur, c'est beau, c'est un papier qui va bien, enfin légèrement glacé, mais pas trop, pour faire pas trop mal aux yeux. Et c'est donc une petite centaine de pages, donc c'est l'équivalent du volume 1 que nous avions déjà commenté sur la chaîne. Je vous invite d'ailleurs à retrouver la vidéo. Donc le volume 1, c'est Archives de l'Empire, ici volume 2, avec une exploration sombre et périlleuse de l'Empire en sous-titre. On ouvre la page, cette carte absolument, enfin qui arrache les yeux, décidément je l'aime pas du tout. Elle est quasiment illisible pour moi, enfin je sais pas si vous voyez, allez je vais vous faire un petit zoom, regardez, attention, on zoom, ah oui on n'arrive à rien ne voir du tout. Si c'est écrit là, mais moi je ne sais pas le lire, c'est vraiment trop petit. Allez, on regarde donc la suite et on arrive sur un sommaire. Le sommaire, nous y retrouvons l'or et la bouffe. Qu'est-ce que cela pourrait-il être? Et après, personnage, joueur, ogre. Et c'est un gros morceau puisque ça va jusqu'à la page 37, c'est-à-dire presque la moitié du livret. Ok, donc l'or et la bouffe, ogre, oh mais oui, il doit y avoir certainement corrélation. Mais bien sûr en fait, tout à fait. Donc là, vous doutez que ce chapitre va concerner les ogres. Donc un gros morceau sur ces personnages pas forcément très connus, en tout cas dans l'univers de Warhammer Battle. Dans l'univers de Warhammer jeu de rôle. Les signes astro et astrologiques, petit encart sur cela. Après, objet magique, enchantement, de la même manière, petit encart. Le grand hospice, donc un lieu peut-être exploré. Théâtre de guerre, tiens donc, ça m'intéresse au plus haut point, à voir ce qu'il peut y avoir. Et ensuite, annexe 1, troubles psychologiques. Bon voilà, ça c'est le sommaire, maintenant on va détailler tout ça, on va aller dans le cœur du sujet. On commence d'abord avec une lettre de notre fameuse princesse Isabella von Ossling-Schwelingstein. Ça y est, j'ai presque réussi à le prononcer correctement, c'est la sœur de l'empereur Karl Franz Ier. Nous avions trouvé ses écrits dans le volume 1 et elle nous donnait révélation de ces quelques notes concernant le vieux monde. Et bien voici la suite de ces notes et elle nous offre maintenant la découverte de ces mercenaires ogres dans ce vieux monde. On commence avec buffet à volonté et surtout aussi une petite amorce. Là vous remarquez toujours ce même symbole. Allez hop, petit zoom sur cette petite amorce. C'est classiquement le petit hameçon qui fait qu'on a un scénario qui se trouve, des idées d'accroche de scénario et une magnifique illustration. Alors là j'essaie de la montrer, qu'est-ce qu'elle est belle. J'adore cette illustration. Mais elle n'encourage pas. Effectivement les ogres grands, bien portants, ils me font penser quelque part à des trolls dans un univers, enfin ouais voilà, alors, ils me font penser un petit peu à des trolls. Indemnisation savoureuse pour ces mercenaires en tout cas, et engager un ogre, ça c'est de la possibilité. Donc il y a une petite chronologie, une explication sur qu'est-ce que l'ogre, la loi du plus fort, couteau à épée. On trouve quelques titres assez évocateurs quand même, hein. Notamment un foyer loin de chez soi où on va essayer de se retrouver quand même, reprendre un peu d'espace en géographie pour se rappeler les choses. Totalement, moi ce qui m'a plu beaucoup c'est la taverne des dents rouges. Maintenant, il est temps de parler de ces ogres qui sont tristement illustrés. Golg, Fag mange homme, effectivement. Capitaine hors trio, je vous laisserai découvrir tout ça. Il y en a deux autres. Et puis maintenant, on va pouvoir les créer, ces fameux personnages. Et quand je parle de créer, c'est vraiment toute l'étape de la création qui est ici décortiquée. On reprend
Le livre de base, alors donc l'histoire des ogres, argot des ogres, un héritage commun, et maintenant personnage ogre. Alors, je disais, on reprend le livre de base, c'est-à-dire que dans le tableau des races aléatoires, à la création de personnages, si vous recréez les personnages, vous allez voir ici apparaître ogre. À côté donc des humains, des halflings, des nains, des hauts elfes et des elfes sylvains. Le tableau des classes et carrières aléatoires pour les ogres, et nous allons voir comment ils interpréteraient leur carrière. Si je prends garde, hors-la-loi, ratier, eh bien il y a une petite indication pour chacune des carrières. Nous reprenons donc totalement ici le livre de base et on pourrait quasiment rajouter des pages à l'intérieur pour cette classe de personnages. Voyons voir maintenant la table des attributs avec les agilités, les nouveaux talents. Il y a même bien sûr la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Ne soyez pas étonnés par le côté simulationniste de Warhammer V1 qui a son héritage, enfin de Warhammer V4 qui a son héritage de la V1. Donc on est bien dans les années 80, je crois que c'est 86 pour Warhammer, 86-87. Vous me corrigerez, on ne doit pas être bien loin en tout cas. Et vous avez cet héritage, on retrouve encore dans la V4. Je dirais que par c'est bien, c'est le système que je n'aime pas trop, hein, le système avec les jetons que l'on peut, bon il n'est pas tout à fait obligatoire mais on peut le retrouver, voilà c'est celui que je n'aime pas trop. On retrouve aussi d'ailleurs les parties de nom ogre, vous avez comment donner la vie à ces personnages et même les faire avancer dans leur carrière, ils peuvent devenir chef de bande, rançonneur, mon téléphone vient de faire ploup, enfin voilà. Exemple de personnage ogre, ça c'est pour avoir des idées de PNJ à interpréter ou tout au moins des personnages à rencontrer, peut-être même les jouer tout de suite. Et puis à l'attention du meneur de jeu, comment les ajouter même dans une campagne en cours, comment ajouter un joueur dans une campagne en cours. Je suis, bon alors les armes, voilà, on va pas tout vous décrire, la magie, hein, mais moi je suis assez dubitatif en fait sur ces ogres. Ça me semble très difficile à incorporer, ça me semble difficile de placer de ces personnages dans mon groupe dans un groupe de joueurs. Ouais, ça me semble assez vraiment difficile. Ça sous-entend que le roleplay peut être déstabilisé, que certains combats peuvent être déstabilisés. Bon, à la fois c'est très intéressant de les avoir placés, à la fois je suis un peu dubitatif tout de même. Alors maintenant nous arrivons sur la suite, c'est-à-dire des signes dans le ciel, signes astro et astrologiques. Et là c'est un chapitre qui me rappelle quelques pages internet trouvées à l'aube des années 2000. Ça concernait la carrière d'astrologue. Ici sont les signes astro et l'astrologie. Donc ainsi à la création de personnages, on peut le faire varier. Donc suivant le signe astrologique, on a des attributs, on a des talents, des variations, donc plus 2, force mentale, suivant, voilà. Ouais, bon, pas trop pour moi. Pas trop pour moi. Je suis pas forcément trop intéressé. Alors, on peut les faire varier, on va pouvoir même retrouver l'agilité, des talents, 6e sens, négociateur. Moi, bon, vous dubitatif. Les pages suivantes nous présentent les 20 constellations concernées. Donc, on retrouve les différents signes présentant le trait de caractère d'autres personnages. Vous êtes Gutus le Bulf, apparence un bœuf, bonus plus d'endurance, plus de force mentale, pénalité -3 en intelligence. Les individus nés sous le signe du Bulf sont des alliés dévoués dont l'amitié se gagne rapidement, etc., etc. Ouais, vraiment pas trop bof pour une forte indication, à la fois d'interprétation, puis des variations aux attributs, les talents. Ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes, mais j'avoue ne pas être convaincu. Alors, l'astrologie dans l'Empire, là ça devient un peu plus intéressant, peut-être sur les folklores, les mœurs des personnes, parce que c'est l'astrologie commence à influencer les croyances et mentalités des habitants par classe. On va trouver les classes sociales, les classes dites inférieures, classes moyennes, classes supérieures. Je vous donne peut-être un exemple ici, les dockers par exemple. J'ai trouvé un truc qui était rigolo, voilà. Alors, dans les villes où la plupart des gens quittaient la ferme de leurs ancêtres depuis plusieurs générations, d'autres superstitions ont pris racine. Par exemple, les dockers engagent des gardes supplémentaires les nuits où ils déchargent des cargaisons sous la lumière du flûtiste, croyant que ce dernier enhardit les voleurs. Ouais, c'est autant de petits points qui donnent de la vie dans votre univers. Maintenant, bon,
Allez, ouais. Allez, on arrive à la page 51, un peu de magie, objets magiques, enchantements. Et maintenant, sur 17 pages, on va découvrir les objets magiques, les enchantements. On va retrouver la table donc, de création d'artefacts magiques, mais aussi d'identification. On va retrouver, enfin, lorsque je parle de création, le process est très très bien décrit. Vous allez avoir des achats éventuels, du do-it-yourself. On va y retrouver même des effets, ainsi que des particularités ou des malédictions, mais idées d'historique et des atouts. Alors, regardons rapidement, voilà, particularités, malédictions, idées d'historique, les atouts d'armes magiques, retrouvons un petit peu les tableaux de l'histoire des armes magiques, voilà l'historique. Maintenant, des enchantements particuliers sur les flèches, les carreaux, donc les armes, les armures. Si je continue derrière, je vais avoir les parchemins, voilà, les boucliers, les baguettes, les bâtons. Continuons avec les anneaux, les talismans. Tous les objets un peu particuliers peuvent être, qu'on peut porter en tout cas, peuvent être notés ici. On va même retrouver donc dans ces malédictions, des idées d'historique, on va retrouver des atouts. Vraiment tout y est. Donc ça pour moi c'est vraiment du très bon, du très bon. Allez, on va arriver à la page 68 et maintenant nous sommes sur le Grand Hospice. C'est un lieu décrit ça, le Grand Hospice. Alors je vais bouger un peu mes petites notas. Puisque nous sommes situés dans le Nordland entre Aldorf et Middelheim, c'est un ordre. Alors c'est celui des sœurs de Shelia. Voilà, c'est description du lieu, mais aussi du personnel. Alors description de lieu, vous allez retrouver des plans qui sont très jolis. Ça change un petit peu, j'ai l'impression que la qualité graphique des plans est un peu différente. Il faut que je reprenne mes autres livres, mais ça me semble un peu différent. Et puis bien sûr, à part les plans, on va retrouver dans cet ordre, on va retrouver donc les sœurs. Alors voilà, donc encore des plans, visiteurs dans la bibliothèque, voilà. Le personnel, on va retrouver les sœurs que voici, mais aussi des patients. Donc la danseuse assassin. Dans ton chef, là, elle pourrait peut-être une patiente, oui. On va y retrouver quelqu'un que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire, c'est l'amiral, ici, le grand seigneur amiral du Reckland. Voilà, un petit peu le Napoléon qu'on retrouve dans tous les hospices, dans tous les asiles, dans les bandes dessinées de mon enfance. Bon, là, on les retrouve aussi. Ça me fait beaucoup rire. Ouais, c'est bon, voilà. En tout cas, avec cela, donc vous remarquez peut-être ici, je vais vous prendre un seul pour vous montrer donc une dizaine d'amorces de scénarios pour faire participer vos joueurs. Il y a pas mal de choses, pas mal d'endroits qui permettront de le rendre vivant. Et puis, bon, il y a quelques heures de jeu du coup pour nos joueurs là-dedans. Il n'y a pas de souci. Richard Kless, l'hérétique. Ouf. Bon, allez, le chapitre pour lequel moi le livre m'intéressait le plus, c'est-à-dire le théâtre de guerre, c'est quasiment le dernier chapitre. Nous sommes à la page 82 et ça justifie en partie cet achat de l'ouvrage. Donc le théâtre de guerre promettait la promesse voilà, de règles pour des batailles rangées avec quelques héros, c'est-à-dire nos personnages. Bon, qu'on soit bien d'accord, effectivement, on n'est pas sur les règles de Warhammer Fantasy Battle, parce que depuis quelques temps, là, je me tâte pour ressortir mes vieilles figurines, mes mercenaires vétérans de l'Empire, voilà. Mais surtout, en fait, il y a pas mal de choses. Alors, il y a des points qui permettent de jouer, par exemple, des discours inspirants, voilà, planification, repérage, sabotage, et puis la bataille en tant qu'elle-même avec la configuration du terrain, et de jouer tout ça, c'est-à-dire de faire du roleplay autour de tout ça. Donc on a aussi des scènes cinématographiques. Si je prends par exemple pluie de flèches, ça peut être aussi sympathique de le faire jouer et de voir nos héros peut-être se vautrer derrière un pavois, un bouclier, enfin que sais-je. Donc c'est pas les règles de Warhammer Battle, on est bien d'accord, on a des activités cinématographiques. Du coup, je suis mitigé, je suis pas trop enthousiaste, j'attendais des tables de conversion en fait, éventuellement pour pouvoir jouer reprendre une table. Mais peut-être aussi, en fait, je trouve que ça top, ça peut rappeler, ça peut faire jouer une bataille différemment. Et là, ce que j'aime bien, je trouve qu'il y a du contenu quand même de ce côté-là. Bon. Ouais, donc du coup, je suis à la fois enthousiaste, à la fois dubitatif, un peu des deux. Allez, je peux dire quand même que c'est quand même pas mal. Si, allez, tranchons, donnons une vraie réponse. Et ben, je trouve que c'est pas mal.
Bon, l'annexe 1, c'est les troubles psychologiques. Vos héros vont se retrouver avec des troubles. À faire jouer, ils le disent bien d'ailleurs ici, à faire jouer avec vos joueurs, mais qu'ils soient plus ou moins d'accord sur tout ça. On retrouve d'ailleurs le plan du Grand Hospice, avec donc dans les troubles, on trouve la phobie du noir, la luminosité et la haine, le trauma, et puis quand les choses s'arrangent, vous avez une nouvelle activité, c'est-à-dire la convalescence. C'est rigolo, mais pourquoi pas. Bon, cet ouvrage se termine, il y a beaucoup moins d'humour qu'avec les Halflings, donc le volume numéro 1 des archives, mais ça reste du très bon, et d'ailleurs maintenant, l'avis critique arrive. Et ben voilà, donc que penser de ce volume 2? Personnellement, est-ce que je l'ai moins bien aimé que le premier? Rappelez-vous, j'avais adoré les Halflings, j'avais été dépité par les nains, l'organisation, et un peu circonspect, dubitatif vis-à-vis des elfes. Je vous emmène d'ailleurs à vérifier tout cela dans la vidéo que j'ai tournée il y a quelque temps sur la chaîne. Je mettrai peut-être un lien enfin en dessous quoi. Donc volume 2, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben je vous avouerai que même déception, encore que non pas trop en fait. Les ogres, sympa, mais je les jouerai jamais, j'en ferai pas grand chose. Je pense que sur la table on n'en fera pas grand chose non plus des ogres. Les signes astrologiques, c'est pareil, on va écarter, j'en ferai pas grand fait non plus. Les objets magiques, oui. Alors là, par contre, top, top, top. L'hospice, et bien sûr, bah oui, un petit lieu sympathique, découvrir, un petit point scénario, allez, c'est parti. Les règles de bataille, c'est ce qui m'avait enthousiasmé. Je me suis dit, waouh, je vais acheter le livre exprès pour ça, tout ça. Bon, oui, effectivement, il y a plein d'aspects sur lesquels on va pouvoir le jouer. Oui, jouer une bataille, et ça peut-être me permettre de sortir du wargame. Bon, tiens, je vois Jeanne of Arc derrière, ça permettra de sortir du wargame, et peut-être le roleplayer. Et puis, pourquoi pas sortir mes vieilles figurines de Fantasy Battle. Ouais, il y a des bonnes choses. L'annexe, bon, n'a pas trop d'intérêt. Bref, si je dois résumer donc l'ensemble, l'intégralité de ce tome volume 2, je vous dirais, mais oui, bien sûr, la gamme est escalée avec des plus, des moins. Là, il y a suffisamment de plus-moins, en tout cas, il y a suffisamment de plus pour me dire, j'ai eu peut-être raison de continuer cette belle collection, donc de fantasy, roleplay, donc Warhammer, voilà, vous savez tout. Bon, il est temps de se quitter, à bientôt sur la suite. Normalement, j'espère qu'il y a le Roi Cornu qui devrait bientôt sortir. Et là, il y aura un petit commentaire aussi. Allez, il est temps de se quitter, temps de se dire au revoir, et puis surtout, à bientôt les joueurs.